Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On va faire le plein d'actualité Dragon Ball cette semaine encore au sein de ce DB Flash. Et en deuxième partie de vidéo, on analyse l'épisode 80 de Dragon Ball Super qui vient d'être diffusé. Petite information pour vous dire qu'on sera du 3 au 5 mars à Bruxelles à la Made in Asia, donc nous serons présents du vendredi au dimanche, et nous serons également le 22 et 23 avril à Lyon pour la Japan Touch Halle, donc venez nous voir nombreux, ça nous fera plaisir. On commence avec le manga et plus particulièrement l'édition Full Color qui continue d'être publiée à Hong Kong. Et oui, après les japonais, les américains, ce sont maintenant les hongkongais qui ont la chance de pouvoir jouir de cette édition couleur du manga original de Toriyama. Et on en est déjà au 6ème tome de l'arc Cell actuellement là-bas. Peut-être un jour en France. En tout cas, Glénat a annoncé avoir d'autres priorités avec notamment les animés comics et le manga Dragon Ball Super à sortir. Début de semaine, c'était la sortie de la Dragon Ball Gals de Videl au Japon, cette figurine à l'effigie de la fille de Mister Satan, dans une pose délibérément sexy. C'est méga house, que voulez-vous, hein. Et dès ce mois-ci, et donc dès le mois de mars, nous en aurons une autre avec cette Bulma Ending version qui reprend une scène que l'on avait découvert dans l'ending de la série animée Dragon Ball, le Mantiku Angeruyo. Plutôt pas mal, gageons que les prochaines Dragon Ball Gals ne sombrent pas dans le vulgaire, mais j'ai déjà peur de ça au vu de ce que Mega House sort parfois, et vous aurez droit à une vidéo sur le sujet très prochainement sur G-Connection. Essayez de ne pas la rater. Pour continuer chez Mega House, la DODOD vient de sortir au Japon et voici quelques clichés. C'est la première de sa gamme et bien que la série s'annonce cool, avec des poses dynamiques, gageons que ça ne signe pas purement et simplement la fin des DOD. Du côté de Bandai, on vient de mettre en précommande les prochaines SH Figuarts avec ce Vegeta de l'arc Saiyan qui sera vendu au prix de 5616 yens et sortira en juillet 2017. À côté de ça, on a aussi ce Nappa, le Saiyan d'élite qui sortira lui en version limitée le 25 août au prix de 7560 yens et dont la précommande vient d'être lancée aujourd'hui. Depuis le temps qu'on les voyait exposées en salon, il était temps qu'elles soient annoncées ces SH Figuarts. Mais bon, les prix restent trop élevés sur cette gamme selon moi et les figurines limitées ça casse vraiment la tête et gâche l'envie de rattraper ou commencer une série quand on est collectionneur de plusieurs gammes. Sur la version globale du jeu smartphone Dragon Ball Z Dokkan Battle, Goku Black se prépare à débarquer sous le nom de Goku Black, différent donc du choix d'adaptation de l'anime qui lui sera Black Goku pour la VF de Dragon Ball Super. Goku Black aura peut-être un passif et des stats améliorés par rapport à la version japonaise, somme toute vraisemblance, info à confirmer en tout cas. Reste à voir quand il arrivera exactement car pour le moment on n'a pas de date. L'événement de la résurrection de F fait aussi son arrivée et il va nous permettre d'éveiller Frieza en Golden Frieza. Et c'est bon ça. Enfin, comme chaque semaine, on a aussi droit à des super assauts différents qui alternent et aujourd'hui, mercredi, c'est le retour du type Intelligence. Un nouveau portail de type Endurance est aussi disponible depuis aujourd'hui sur la version globale. Du côté de la version japonaise maintenant, le nouveau Dokkan Festival de Kula est disponible. Le grand frère de Frieza arrive donc en tant que nouvelle SSR. Il y a aussi des bonus de connexion jusqu'au 14 mars et pour l'achat d'un pack de Pierre du Dragon à 3000 yens, vous recevrez un rouleau, non pas de printemps, mais un rouleau de combat associé à un film. Ouais. Sur console next-gen maintenant, enfin console, le jeu existe aussi sur PC vous me direz, je parle bien sûr de Xenoverse 2 qui a aussi droit à un nouveau trailer pour annoncer son deuxième DLC pack. Et on nous annonce également l'arrivée prochaine de l'arc Trunks du futur au sein du jeu. Voilà qui devrait donner envie aux joueurs ayant laissé le jeu de côté d'y retourner prochainement. Ce deuxième DLC pack comporte donc deux nouveaux personnages jouables, Champa et Vados, du contenu pour l'histoire avec un scénario qui s'appelle L'histoire a été modifiée, Champa le dieu de la destruction se rapproche de Canton City. Une nouvelle arène, la planète sans nom, 8 nouvelles attaques, 3 nouveaux costumes, 5 nouvelles super âmes, un nouveau véhicule, le pod spatial, et de nouvelles emotes. Entre temps, on a aussi eu une mise à jour gratuite sur le jeu le 27 février dernier avec de très inattendus nouveaux costumes de Zangia et Bido pour nos avatars, en plus de ceux de l'humain artificiel numéro 15 et de Metal Kula. Bref, quelque chose de très axé sur les films Dragon Ball Z. On a aussi eu 2 nouvelles missions experts, plusieurs nouvelles attaques et des nouveautés pour le Tenkaichi Budokai, règles et récompenses. Enfin au Japon, Super Dragon Ball Heroes dévoile de nouvelles images supplémentaires de sa série 3 et on y voit Xeno Tulles, fusionné avec la Dragon
Ball sombre à 4 étoiles, Sushinshu, en train de manger un fruit du Shinseiju, l'arbre sacré, puis également 2 nouveaux personnages accompagnant le souverain du royaume des ténèbres, Mechi Kabura. Le premier se nomme Salsa et est un dieu démon, Majin, quant au second c'est un Saiyan masqué de la même trempe que Bardock ou Vegeta qu'on avait déjà vu. Mais qui peut-il bien être? Vos suggestions dans les commentaires. L'audience de l'épisode 80 de Dragon Ball Super, diffusé dimanche 26 février, vient de tomber et la voici révélée. L'épisode 80 arbore 6,6%, soit 0,4 de plus que la semaine passée. C'est plutôt cool, mais Dragon Ball Super reste 7ème du top 10. Une place honorable malgré tout, car je rappelle que c'est quand même le top 10 des animés avec la meilleure audience du Japon. Comme on va maintenant parler de l'épisode, j'invite tous ceux qui ne souhaitent pas être spoilés à passer la vidéo maintenant, et on se retrouve très vite cette semaine de toute manière. Merci encore. Et pour ceux qui sont là, c'est parti pour l'analyse complète de l'épisode 80 de Dragon Ball Super. Dès le début de l'épisode, on est mis dans l'ambiance, vous l'aurez remarqué puisque le titre de l'épisode est « Réveille ton esprit combatif, le combat de Son Gohan ». On a donc l'idée du réveil du pouvoir de Gohan qui vient se glisser en nous et on espère tous de le voir revenir aussi puissant qu'autrefois. Et bien que le combat démarre fort et que Gohan fait état de ses talents dans le domaine des arts martiaux, la Venda ne se démonte pas non plus et on a droit à un beau combat. Et cela aussi car Goku conseille à Gohan d'y aller sérieusement dès le début, sentant sûrement que la Venda n'était pas là pour plaisanter, mais bien pour tuer son adversaire. Alors que Gohan avait prévu de commencer par un petit round d'observation à la base. Notons que le début de cet épisode est extrêmement éclectique au niveau de l'animation, et c'est un peu normal car il y a beaucoup d'animateurs qui ont taffé sur cet épisode. On passe du beau au laid, d'un plan à l'autre, et seul le filtre apposé sur l'épisode, comme sur tous les épisodes de cet arc, sauve un peu la mise. Pour rappel, depuis le début de l'arc du tournoi du pouvoir, donc depuis l'épisode 77, on a droit à un gros filtre sur l'image qui vient épaissir et renforcer les contours noirs sur les personnages et donne aussi un ton différent à la palette de couleurs. Ici on a un parfait exemple avec ce même plan, vu dans le teaser de l'épisode précédent avant que le filtre ne soit apposé, puis après, dans l'épisode final avec le filtre. Je soupçonne le staff de Toei Animation d'avoir compris que la série était beaucoup trop hétérogène et d'avoir enfin considéré les diverses critiques sur l'animation et le style graphique afin de nous offrir quelque chose qui atténue un peu tout ça et rend les épisodes plus homogènes graphiquement, en plus de proposer un vrai travail sur les animations de combat. Mais ça vous allez très vite pouvoir le constater puisque dès le début ça castagne dans tous les sens avec une animation pas dégueu et le combat qui semble pourtant équilibré tourne en faveur du loup La Venda qui saisit le bras de Gohan et l'empoisonne en lui crachant du poison au visage, le rendant aussitôt incapable de voir quoi que ce soit. On remarque aussi que certains plans aperçus dans le teaser de l'épisode 79 ont été modifiés dans cet épisode, et c'est pas plus mal, Gohan fait moins panda avec ses yeux violacés. La Venda, dont on ne peut sentir le ki, je le rappelle, embrume alors ses 2 mains avec son poison et cloue Gohan au sol sous le regard de Goku qui commente la stratégie de la Venda tandis que Whis claque une barre, d'accord, en ajoutant que ce poison a l'air redoutable. Du côté de l'univers 9, le Kaioshin Law fanfaronne et nous permet de découvrir un nom à cette technique de la Venda, le Poison Blow. Un peu plus tard, c'est aussi l'occasion pour le téléspectateur n'ayant pas accès volontairement ou non à l'information de découvrir que le Kaioshin de l'univers 9 se nomme Law, puisque Bergamo lui rétorque justement en l'appelant Law-sama, tandis que dans l'épisode précédent, il l'appelait tout simplement Kaioshin-sama. Mister Satan intervient aussi pour dire qu'utiliser du poison est un acte lâche, mais Goku reste zen et lui explique que rien de ce qui arrive sur le ring de combat n'est considéré comme étant lâche. Kaioshin pense alors donner un senzu à Gohan, mais le fils de Goku refuse d'en prendre un, ce qui suscite la fierté de son père. On retrouve là peut-être le caractère Saiyan de Gohan hérité de son paternel. Effectivement, Kaioshin explique que l'univers 9 avait utilisé une drogue durant le combat, donc les senzu pourraient tout à fait être autorisés. Mais il dut abandonner l'idée. Et c'est dommage pour l'issue du combat, même si je reste persuadé que c'est une bonne décision de la part de Gohan de ne pas s'abaisser à ça. Goku commente d'ailleurs en disant que le fait que Gohan ne puisse ni sentir le ki de son adversaire ni le voir désormais est un parfait entraînement pour lui, qui n'a plus combattu depuis longtemps. Et c'est bien vu car Gohan revient aux fondamentaux et tente de repérer son adversaire avec ses autres sens et en particulier son ouïe. On en avait parlé dans les prédictions de Baba et c'est exactement ce qu'il se passe. Gohan repère la Venda qui se déplace et part absolument toutes ses attaques. Il contre-attaque même de manière magistrale et s'en est presque jouissif pendant quelques instants. Mais le deuxième loup du trio de danger a compris le truc et utilise le Bokujutsu pour flotter dans les airs et attaquer sans faire de bruit de pas. Gohan encaisse ensuite avec difficulté les nouvelles attaques de la Venda. Ensuite, nous avons là un gros retournement de situation dans cet épisode. Car Gohan se transforme en Super Saiyan, non sans nous avoir projeté quelques secondes une aura blanche qui nous a tous fait trembler ou du moins frémir, car on pouvait s'attendre à le voir libérer son potentiel latent et devenir l'ultimate Gohan qu'on admire.
Mais Gohan se transforme en Super Saiyan, épousant la stratégie qu'on avait vu venir dans nos prédictions en utilisant son propre ki pour repérer son adversaire. Une stratégie bien pensée de la part de Gohan qui parvient ainsi à surpasser Lavenda sans le voir, ni même sans ressentir son énergie. On a alors droit à un combat dantesque avec une animation de Yui Kinoshita et Shuichiro Manabe vraiment exceptionnelle, en tout cas elle est très belle, et en voyant cette transformation, les deux héros se demandent ce que c'est, et le grand prêtre les éclaire en leur expliquant qu'il s'agit là du Super Saiyan. Il semble en connaître un rayon ce grand prêtre. Et au même moment, Kai, le Kaioshin de l'univers 11, est surpris, et le mystérieux guerrier qui n'est autre que Toppo comprend que Gohan a la capacité d'augmenter sa force de combat. En tout cas, à la manière dont Toppo lâche cette phrase, on nous fait comprendre qu'il semble connaître également cette capacité. Soit car il l'a déjà vu, soit car il la possède également. En tout cas, tout le monde du côté de l'univers 7 est en admiration devant l'idée ingénieuse de Gohan, qui se bat aussi avec sa tête, mais Whis fait mention du fait qu'il s'agit là d'une épée à double tranchant. Goku réalise justement que Gohan doit en finir vite, car le poison commence effectivement à se répandre de plus en plus dans son corps. Et ce que Whis voulait dire par une épée à double tranchant prend alors tout son sens, car Gohan transformé en Super Saiyan dégage plus d'énergie mais laisse davantage le poison pénétrer son corps que si il était en restriction. Le combat que mène alors Gohan nous fait découvrir une animation fort sympathique, mais également une réalisation vraiment soignée de la part de Kohei Hatano. Et alors que Gohan projette Lavenda au sol et s'apprêtait à conclure le combat, les effets du poison viennent l'atteindre comme un coup de massue. Gohan perd sa forme de Super Saiyan et devient la proie de Lavenda. Afin de faire pourrir le corps de Gohan encore plus rapidement, oui je sais c'est complètement dégueulasse, le loup au parfum de lavande lui diffuse une nouvelle fois son poison sous le regard de Goku, qui parvient à garder son calme et sa confiance envers son fils. Comme s'il savait que Gohan était bien plus puissant que ça et qu'il pouvait l'emporter malgré tout. D'ailleurs, lorsque Gohan décide de tenter le tout pour le tout et se transforme de nouveau en Super Saiyan, Goku arbore un sourire vraiment confiant. On a l'impression de retrouver la scène qu'on avait lors du Cell Game où le père assiste aux prouesses de son fils et l'observe avec l'assurance de le voir s'en sortir. Le final de ce combat est juste magnifique avec la petite musique épique de Dragon Ball Kai qui va avec, alors que plus tôt dans le combat on avait des musiques toutes nouvelles justement pour ce nouvel arc composé par Sumitomo. On a un Kamehameha de Gohan lancé alors même que son corps pourrit à vue d'œil et une attaque suicide pour atteindre Lavenda et le saisir par derrière comme l'avait fait justement Zarbon avec Vegeta dans la série animée Dragon Ball Z afin de le projeter au sol et de le mettre KO. Beaucoup y ont vu une allusion à Senseiya, et moi aussi je vois le rapprochement surtout avec Gohan qui a perdu la vue dans cet épisode, mais cette attaque finale était clairement la même que celle qu'a déjà utilisée Zarbon pour terminer Vegeta sur la planète Namek. Et en tout cas c'est grâce à cette attaque de haut vol, sans jeu de mots, que Gohan parvient à mettre KO Lavenda, et bien qu'il soit presque entièrement recouvert par le poison, il se relève et déclare avoir gagné, puis chute au sol. Malheureusement, on n'est pas au 21e Tenkaichi Budokai et le grand prêtre déclare qu'il s'agit d'un match nul comme les deux guerriers sont KO. Goku donne alors un senzu à son fils et le félicite pour ce beau combat, mais Gohan reste conscient qu'il lui reste encore du chemin à parcourir pour redevenir plus fort. Ceci nous annonce donc clairement un retour du personnage après un entraînement et ou en tout cas une prise de conscience encore plus conséquente. Venons maintenant à la révélation majeure de cette fin d'épisode avec le grand prêtre qui profite de la fin du combat pour annoncer à tous les dieux réunis que Zenwo a décidé de détruire tous les univers perdants lors du tournoi du pouvoir. Apparemment, en dehors de l'univers 7, il n'était pas au courant. Satan apprend aussi la chose et s'évanouit, tandis que l'épisode permet d'apporter des précisions intelligentes, sûrement apportées par le staff de Toei Animation, qui se rend bien compte que beaucoup n'ont pas compris cette histoire d'univers à détruire. Il nous est donc précisé que les univers perdants lors du tournoi du pouvoir seront détruits. Cela veut donc dire qu'absolument tous les univers perdants seront détruits. Il ne restera donc qu'un seul vainqueur, mais celui-ci viendra rejoindre les 4 univers dispensés de destruction que sont les univers 1 et 12 qui sont jumeaux, et 5 et 8 qui sont également jumeaux. Le grand prêtre précise que ces 4 univers ne seront pas détruits car ils possèdent un niveau moyen de leurs habitants supérieur à 7, tandis que l'univers 7 de Beerus arbore un pitoyable 3,18 de moyenne et est avant-dernier. Lorsqu'on demande mais qui est donc ce dernier univers, celui avec le plus bas niveau moyen des humains vivant au sein de son univers, le grand prêtre répond tout simplement que ça devrait leur paraître évident. Eh oui, il s'agit de l'univers 9 avec 1,86. Ce match était donc l'occasion de voir s'affronter les deux univers avec le plus bas niveau moyen de leurs habitants. Mais c'est quoi ce niveau moyen d'abord ? Eh bien, ce n'est nullement précisé en fait. Littéralement, c'est les qualificatifs que j'ai utilisés ici qui sont prononcés en japonais, Ningen no Heikin Level, signifiant niveau moyen des humains, littéralement.
Donc ça ne précise nullement s'il s'agit d'une force de combat ou d'un niveau d'intelligence ou de culture. Mais le fait qu'on puisse faire un lien avec ce tournoi du pouvoir et avec les forces des habitants des univers ou non ne change à rien au fait que l'univers 9 est dernier et l'univers 7 avant-dernier, et que tous les 10 autres univers sont au-dessus d'eux et que seuls 4 univers s'en sortent avec l'assurance de ne pas être détruits car ils ne participeront vraisemblablement pas au tournoi. Ce tournoi est en fait l'opportunité de faire le tri parmi les 12 univers en effaçant littéralement les univers ayant un trop faible niveau moyen de leurs humains. Car Zeno aurait soi-disant dit qu'il y aurait trop d'univers. Goku ayant proposé ce tournoi, le grand prêtre explique que c'était l'opportunité parfaite de faire le tri durant cette compétition. Whis comprend alors que de toute manière une purge allait être faite et que ce tournoi n'est pas le déclencheur de l'extinction de certains univers mais simplement un moyen pratique d'y parvenir. C'est l'occasion de voir que Whis parle toujours de manière très détendue avec son père, le grand prêtre, tandis que tous les autres, dieux ou combattants, lui vouent un respect sans faille. Le grand prêtre en profite aussi pour répondre à Law, qui demande tout paniquer si le grand perdant du match d'exhibition sera aussi effacé. Et le grand prêtre précise alors que ce ne sera pas le cas, Law devait sûrement sentir que ça sentait le roussi pour lui. Le grand prêtre répond aussi au vieux Kaioshin qui lui demande que vont devenir les dieux de tous les univers détruits. Le grand prêtre explique tout naturellement qu'ils seront eux aussi effacés avec leurs univers. Tous les dieux, mais pas les anges. Bilus hallucine alors et cherche du réconfort envers Whis qui lui précise que leurs positions ne sont pas les mêmes. En gros, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et même chose du côté de l'univers 6 avec Champa et Vados. Si ça respire pas une future scission entre les dieux et les anges, ça faudra m'expliquer ce que c'est franchement. Dans cet épisode, les anges sont clairement montrés comme étant au-dessus de tout, et Whis et Vados et les autres ne risquent rien, tandis que les dieux, leurs univers et les humains sont juste bons à jeter quand ils ne conviennent pas. On a aussi le grand prêtre qui prend toutes les décisions et qui parle au nom des Zéros, et au fil des épisodes, on a de cesse de le voir inspirer la crainte chez les dieux et imposer un respect par la peur, bien qu'il se contente d'être simplement strict, poli et souriant à la fois. Je le sentais pas depuis le début, et plus ça va, plus mon impression est confirmée. Ce tournoi va partir en cacahuète, je vous le dis. Je vous l'annonce car avant cet épisode, on pouvait penser que ce serait le dernier arc, que Goku allait se hisser au sommet en battant les plus puissants combattants des 12 univers, et peut-être être le plus fort en définitif, en tout cas parmi les mortels, donc les anges à la limite on s'en fout, et ceci pouvait donc conclure la série, et on pouvait partir vers une fin de la série comme on la connaît déjà, avec Goku qui est déjà le plus fort et qui a besoin de trouver un nouveau but dans sa vie, en entraînant la résurrection de Majin Buu par exemple, et en faisant de lui son successeur. Mais là, on nous annonce clairement que ce sera un tournoi entre les univers au niveau les plus bas, et donc que les plus hauts niveaux ne se battront pas. On nous dit aussi que les dieux seront effacés avec leurs univers, leurs civilisations, des millions voire des milliards d'espèces, et tout cela dans le plus grand des calmes. On se doute évidemment que ça ne pourra pas se passer comme ça. Déjà, si Goku doit se limiter à ce tournoi de gnognotte, entre guillemets, ça annonce très certainement quelque chose de plus grand derrière. Car ça peut pas se finir comme ça, il y aura forcément un scénario plus profond derrière. De plus, si l'univers 7 gagne, il devra quand même élever le niveau moyen de ses humains, et je me demande si entraîner Oob ne serait pas aussi une manière d'élever ce niveau, qui sait. Faudra attendre plus de précisions de la part du grand prêtre ou d'autres personnages, voire même du manga. J'espère quand même qu'il va pas falloir attendre le manga pour avoir des précisions comme ça, car ça va vraiment être long, pour que cette histoire de niveau moyen des humains de chaque univers soit quelque chose de plus concret pour tout le monde. Mais dans tous les cas, quelle que soit cette évaluation, elle ne concerne pas nécessairement les combattants représentant les univers. Dans cet épisode, Kaioshin et Bilus se disputent d'ailleurs en rejetant la faute l'un sur l'autre, en parlant du niveau pitoyable de l'univers 7, et Bilus parle de Kaioshin qui laissait les humains élever le niveau de leur planète par leurs propres moyens. On a peut-être un élément de réponse ici, mais rien ne permet pour l'instant d'affirmer de quoi cela parle de manière plus palpable. En tout cas, dites-vous seulement que c'est pas parce que l'univers 7 est avant-dernier de ce classement qu'il possède la team la moins forte. Cela n'a strictement rien à voir. Voilà en tout cas pour cet épisode qui se conclut sur l'annonce du combat entre Goku et Bergamo, troisième et dernier combat de ce match d'exhibition. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je suis curieux de connaître vos avis sur cet épisode, et que pensez-vous qu'il risque d'arriver lors du tournoi du pouvoir du fait des récentes révélations. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, partagez un max pour faire connaître ces infos, ces news sur Dragon Ball et toutes ces révélations. Et merci encore. Matane.